Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la Mangatech de Zundo. Retenez bien une chose ici, vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats du 12 septembre 2025. On commence par une œuvre que j'attendais un peu parce que je ne la connaissais pas. J'étais passé à côté étant plus jeune. De Tetsuya Saruwatari aux éditions Delcourt Tonkam. South, je ne sais pas comment ça se prononce. Toug, South, bref, dites-le moi en commentaire, en phonétique, si vous savez. Michi Miyazawa, un jeune voyou, rêve de devenir acteur dans les films d'action. Pour y parvenir, son père lui apprend l'art martial secret de sa famille. Le Nada Shinkage, c'est Jean-Claude Van Damme en fait. C'est ainsi qu'une légende va naître, celle de Kishi, l'homme le plus fort du monde. Alors, c'est une réédition, bien sûr. C'est une œuvre qui était sortie chez nous au début des années 2000, je dirais, et qui est sortie au Japon en 1993. Donc, c'est de la baston. Je ne sais pas si c'est du Furio, hein, vous me direz, mais en tout cas, c'est de la baston, ça c'est sûr. C'est peut-être à la frontière entre le Furio et le Baki, quoi. Donc ça, c'est pour la série principale, qu'il réédite en volume double. Oui, c'est ça. D'ailleurs, regardez. Ce sont des volumes doubles, et c'est marrant parce que le sommaire, vous avez le tome 1 avec la numérotation ici, et le tome 2 avec la numérotation ici. Voilà. Donc ce sont bien des volumes doubles. Donc ça, j'ai grand hâte de découvrir. Ensuite, vous avez la série numéro 2 qui, si je ne m'abuse, s'appelait Free Fight. Et la série numéro 3 que nous n'avions jamais eue qui s'appelle South, l'héritier du dragon. La première est sous-titrée L'aube d'une légende, mais je crois que c'est juste le titre du tome, hein, c'est pas le sous-titre de la série. Alors que là, la série 3, c'est l'héritier du dragon. Pourquoi pas la série 2? Parce qu'ils la feront en suivant, une fois que la 1 sera terminée. Et pour ceux qui ont déjà la 1 et la 2, ils sortent directement la 3. 3 que, vous aurez compris, je ne lirai absolument pas tout de suite. Mais au moins, quand nous aurons terminé la 2, je pourrai enchaîner avec la 3. On voit que le dessin a pris en maturité. Ça a l'air d'être vraiment un bon manga de baston, comme je les aime. Hein, à la star de Baki, de Kengen, Ashura et Omega. J'ai vraiment grand hâte de découvrir cela. Moi, vraiment, j'adore ces mangas de baston complètement loufoques. Ou vraiment, vous voyez, j'aime bien les mangas comme Hippo, comme les vrais mangas d'arts martiaux, les mangas de sport, de combat, mais quand c'est vraiment du combat à l'ampleur démesurée, totalement irréalisable dans la vie réelle, je préfère. J'aime bien. J'aime bien les œuvres de pure fiction. Ensuite, de Yokinobu Tatsu, je ne vous le présente plus, le tome 19 de Dan Dadan. On peut dire que l'élève a dépassé le maître. Je pense que Dan Dadan est bien mieux que Chainsaw Man. Donc, merci Crunchynas de nous sortir cela. D'ailleurs, vous savez que Crunchynas va bientôt changer de nom. Hein, après Azuka, devenu Kaze, devenu Crunchyroll, bientôt un nouveau nom. Ça fait vraiment plaisir pour l'appariement des jaquettes. La carte enchantée démoniaque tente de profiter des hésitations de Zuma pour s'extraire de la malmaudite. Mémé Turbo contacte Trin, oui bon bref. Même moi le pitch je le comprends pas. En tout cas, c'est la suite de l'histoire de la baston contre le Zuma, le mec au parapluie, c'était lui je crois. Ouais, moi j'aime bien Don Donan. J'aime bien. Après, je pense que c'est le genre de manga, mais comme beaucoup de mangas, qui mérite relecture une fois que l'œuvre intégrale est sortie. Parce que lire tous les 2 mois et lire tous les jours, c'est quand même deux choses différentes pour apprécier une œuvre. Et je le vois vraiment. Alors un manga qui m'a fait de l'œil de par son pitch. Alors c'est Hunt, édition intégrale. Tiens, un tout petit peu abîmé, non ça va aller. Hunt, édition intégrale. Peur et frissons sont au rendez-vous dans ce jeu mortel. Complète édition, prenez garde au loup-garou. J'avais peur que ce soit un manga sur le jeu du loup-garou, parce que ça fait partie des jeux que j'ai toujours adoré. Je vous en ai jamais parlé, mais en fait j'ai une très grosse ludothèque. Moi je dois avoir 400, 500 jeux de société, je sais pas. Et donc le jeu des loups-garous de tierce-lieu, évidemment je l'ai dans toutes ses versions d'ailleurs. On y jouait pas mal au lycée. Et j'étais prêt à ne pas prendre le manga, sauf que
en fait, c'est un manga sur le jeu des loups-garous de tierce-lieu, donc je l'ai pris pour cela. Voilà, le dessin ne me plaît pas du tout, mais je l'ai vraiment pris pour le pitch. Bon, après, c'est un manga unique, c'est un tome unique, donc je risque pas grand-chose. Voilà. Je vous lis même pas le pitch, ça a aucun intérêt. C'est vraiment un manga sur le jeu des loups-garous. On verra si c'est respecté ou pas. Ah, un manga que j'attendais avec impatience, c'est le tome 3 de Crows, de Hiroshi Takahashi. Ça, c'est du Furio. Ça, c'est du bon Furio. Ça, on aime. Tirage exclusif. Les autocollants, que l'on ne décolle pas, bien sûr. Métallisés. La série culte qui a défini les codes du Furio enfant en France. Je veux me marrer quand je suis content, chialer quand je suis triste, me foutre en run quand j'ai des boules. Je veux rester moi-même. Harumichi Boya. Alors, j'ai lu les 2 premiers tomes. Notez que c'est extrêmement rare que je fasse ça, mais je l'ai fait. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes. Ce sont des chapitres un peu longs. Je pense que c'est une série qui sortait de manière mensuelle parce que les chapitres font 50 pages. Là. Ouais, ils font à peu près tous 50 pages. Ils font 50 pages. Donc ça, c'est plus de l'ordre de la série mensuelle. Faudra que je me remette en tête ce qui se passait dans les 2 premiers tomes. Parce que Rokudenashi Blues est passé par là, et maintenant j'ai plus que Rokudenashi en tête, mais je crois que c'est un peu la même chose. Vous avez un gars assez balèze qui intègre un lycée, le lycée des Corbeaux, et qui commence à se bastonner avec des gars qui s'avèrent être plus faibles que lui. Et il a quand même des potes. Mais franchement, il faudrait limite que je les relise parce que je me suis tapé que du Rokudenashi depuis 1 mois et demi là, et enfin, en tant que manga Furio, et donc du coup, c'est passé dessus. Maintenant, je compare, Rokudenashi, ça fait quand même beaucoup plus sérieux. Hein. Crows, ça fait un petit peu cartoonesque, un peu enfantin. Bon, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Je me rappelle qu'à la fin du tome 2, il allait se bastonner contre un géant, là, celui qui fait la couve, je crois. Qui s'appelle Lindaman. Voilà, c'est Lindaman. Ouais, c'est ça. C'était son surnom. Mais je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vais les relire. En tout cas, j'avais vraiment bien apprécié les premiers volumes, les 2 premiers volumes de Crows. Un manga que j'aime toujours bien, mais j'aimerais quand même bien qu'il se termine un jour, c'est One Punch Man, de One au scénario, Yusuke Murata au dessin. Alors moi j'aime bien One Punch Man, hein, mais bon, j'ai l'impression que depuis plusieurs tomes, voire une bonne dizaine de tomes, voire plus, on n'avance vraiment pas dans l'œuvre, on est toujours sur cette même baston, puis il rajoute un combat, et puis au final, est-ce que les combats sont si intéressants que ça? Je suis pas sûr. De toute façon, c'est vraiment l'enchaînement, l'escalade des pouvoirs. Et ce qui est un peu dommage, c'est que ce personnage qui s'appelle... merde, j'ai oublié son nom, on le voit plus ces derniers temps. Saitama. Saitama, on le voit plus, du coup, on est toujours sur le même truc. En gros, il est imbattable, enfin, il bat les gens d'un coup, toutes les créatures, sauf qu'en fait, on le voit très peu se battre. Personne ne sait vraiment quelle est sa puissance. Alors là, il réapparaît dans l'œuvre, mais bon. Comme le prérequis de base était beaucoup trop... comme le personnage du prérequis de base était beaucoup trop fort, finalement, ça laisse peu de place à la possibilité qu'il puisse faire des combats intéressants, en fait. Donc c'était marrant au début qu'il puisse détruire des monstres énormes juste avec un coup de poing. Mais maintenant, je pense que le pitch a posé problème aux auteurs. Et c'est pour ça qu'il montre moins le personnage principal. Vous me direz ce que vous en pensez. Ah, alors là, ça c'est épique, c'est le tome 140 d'Hippo. Je vous montre. 140. C'est incroyable, 140 volumes pour un manga. On n'avait jamais eu ça en France. Hippo, de toute façon, ça reste le manga avec le plus de tomes en France. One Piece fait pas le figure avec ses 111 tomes, je crois. Ridicule. Mashiba, alias la faucheuse, dévouée à sa sœur, veut devenir numéro 1 mondial pour elle. Pendant la préparation au combat pour le titre mondial, Mashiba se souvient de pulsions violentes de son passé, plus qu'agité. Il s'est juré de devenir le meilleur pour les proches qui l'ont sauvé et pour sa petite sœur adorée.
Mais il se retrouve à court de partenaires de sparring. Hippo fait des tests de son côté pour peut-être venir à sa rescousse. Mashiba qui est un des grands rivaux de Hippo et qui est en quelque sorte son beau-frère, puisque Hippo sort de manière platonique avec sa sœur. Ça aussi c'est très gonflant. Un manga que nous attendons depuis des mois, voire des années, et je ne déconne pas, c'est June de Shotaro Ishinomori. Il a mis tellement de temps à arriver. Alors c'est les éditions Imo. Je ne sais pas ce qui leur arrivait. Je leur écrivais régulièrement. Ils me disaient qu'il était reporté. Reporté. C'est marrant pour un manga qu'à la base je n'attendais pas, mais qui a été reporté à chaque fois et qui appartenait toujours à mon planning. Eh bien ça en a fait un manga que j'ai attendu avec impatience. Vous aurez remarqué que ça ressemble vachement à du Tezuka. Bien sûr, Ishinomori était un élève de Tezuka. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu le découpage, ça c'est clairement du Tezuka. Faire des petites cases comme ça. On est clairement sur un manga d'époque. Hein. Je pense que c'est un manga des années 60-70. Je vais vous dire ça. Ils ne le disent pas derrière. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Mais je pense qu'on est dans cette période. Je ne sais pas de quoi ça parle. Il y a très peu de texte. Eh bien, vous savez quoi? Il y a beaucoup de chapitres. Ce sont des petits chapitres de 10 pages. Il y a très peu de texte. Je vais le lire. Je termine le tome que je suis en train de lire et June passe devant sur la pile. Je suis très intrigué par cet auteur. Shotaro Ishinomori. Je vous avoue que ma culture manga, que vous pensez être infiniment grande, n'est pas si importante que ça quand il s'agit d'auteurs très anciens. Et Ishinomori, je suis un peu incapable de citer la plupart de ses titres. Je pense honnêtement que nous n'avons presque rien de lui en France. Je crois qu'aux éditions Black Box, il a dû collaborer avec Go Nagai sur certains titres que nous avons eus grâce aux éditions Black Box. Mais là, je suis un petit peu perdu sur Ishinomori. Je vous ferai mon retour prochainement. Autre tome sorti chez Imo cette semaine, Croisade des Innocents, tome 3 de Usamaru Furuya. Étienne, Nicolas et le reste du groupe arrivent au terme de leur périple, le grand final d'une épopée cruelle et inhumaine. Il faut absolument que je lise ce manga, tout simplement parce que les personnages s'appellent Étienne et Nicolas. J'en avais déjà parlé, mais merci. Merci Ishinomori de mettre des prénoms français. Il faut absolument que je lise ça. C'est en 3 volumes aux éditions Imo. Imo, vous faites un sacré boulot. J'aime beaucoup ce que vous faites. Et techniquement, bientôt, nous aurons une œuvre colossale que Imo nous sortira. Colossale en termes de prix, bien sûr. Et nous verrons cela prochainement. Sans crier gare, nous sommes arrivés à la fin des mangas. Voyons les comics. Il y en a quelques-uns. Alors, pour les amateurs de Marvel et des intégrales Marvel, le tome 3, j'ai envie de dire, l'année 1964, des 4 Fantastiques, avec les épisodes 22 à 33, ainsi que l'annuel... ainsi que l'annuel 2. Ah oui, mais 2 histoires de l'annuel 2. D'accord. Parce que... oui, c'est vrai que les annuels pouvaient contenir peut-être d'autres choses. Oui, il y a écrit 77 pages l'annuel quand même. Quand normalement les histoires font entre 22 et 24 pages. Ok. Donc voilà, continuité. Moi j'aime beaucoup la couve, je la trouve magnifique. Avec au milieu, si je ne m'abuse, le Baron Moreau peut-être. Ah bah non, je suis con, c'est Strange. Non, c'est Strange en vert. D'accord. Donc ça c'est sur le tome 27. Encore une fois, il faut intervenir Namor. Namor, ils le font un peu trop intervenir, je trouve. Entre Fatalis et Namor, il y a quand même peu de place pour autre chose. Et ça se termine avec le tome 33. Et on approche de l'arrivée du grand Galactus. Attention. Voilà. Donc j'aime beaucoup, moi, les intégrales Marvel. Des années 60, bien sûr, pour débuter. Mais je vous avoue que c'est dur à lire. C'est long à lire. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Faut le lire avec parcimonie. Vous ne pouvez pas enchaîner tous les chapitres à la suite. Ça me semble vraiment relever de l'impossible. Ou en tout cas de la gageure. Moi, j'aurais beaucoup de mal à faire ça. Ensuite, j'ai aux éditions iComics
Hein, les éditions Mangetsu, Villain Mangetsu font aussi Villain et Comics. Le tome 2 de l'Astronaut de Tom Waltz, Kevin Eastman. Kevin Eastman, c'est un des deux papas des Tortues, et Tom Waltz, c'est l'autre. Hein. Donc c'est marrant qu'ils soient tous les deux réunis dans ce Tortue. Ils sont tous les deux au scénario, d'accord. Au dessin, vous avez Ezo, Isaac Escorza et Ben Bishop, d'accord. Et non, je dis de la merde, pardon. Les Tortues, c'est pas, c'est Kevin Eastman, oui, mais c'est Peter Laird, voilà, qu'on ne voit plus maintenant. Mais Tom Waltz, c'est l'auteur du premier run, je crois. Voilà, donc ça c'est l'Astronaut 2. Je vous avoue que je n'ai pas encore lu le 1, puisque je n'ai pas encore totalement terminé le premier run des Tortues. Après, je lirai l'Astronaut. Après, il faut lire le run de Sophie Campbell, qui n'est pas encore fini en France. Sauf que ce n'est pas encore fini en France. Regardez les petits dessins sympathiques. Ah, on voit pas Trump là? Non. Donc, plutôt sympathique. D'accord. Mais le run de Sophie Campbell, pas terminé en France, terminé aux États-Unis. Ils ont quand même trouvé bon de nous sortir le troisième run, celui de Jason Aaron, donc tome 1. Voilà. Point d'entrée parfait pour la nouvelle génération. La série de Jason Aaron ravira autant les lecteurs de longue date. Voilà. Donc vous avez à la fois le L'Astronaut 2 et la troisième série de Jason Aaron, avec au dessin Jones et Albuquerque. Ah d'accord, chaque chapitre a été fait par quelqu'un de différent. Donc chapitre 1, Joel Jones, chapitre 2, Raphaël Albuquerque, chapitre 3, Cliff Chiang, chapitre 4 et chapitre Alpha, ça doit être le premier, Chris Burnham, chapitre 5, Derek Robertson, le dessinateur de The Boys que j'avais adoré. Chapitre 6, Juan Ferreira, et voilà. Et au scénario, c'est toujours Jason Aaron. C'est un parti pris de changer de dessinateur tout le temps. Je pense que ça peut vite être chiant. Mais ouais. Moi, je sais que j'apprécie pas trop, mais bon. Voilà. Alors, l'Astronaut 2, Révolution. Ou plutôt Réévolution. Une nouvelle génération de Tortues Ninja. Plus de 10 ans ont passé depuis les événements de The Last Ronin. Vous vous souvenez, vous aviez eu The Last Ronin. Vous aviez eu le préquel de The Last Ronin. Et ça, c'est la suite, en fait, 10 ans plus tard. Bien que le clan Foot a été battu, la ville de New York est une nouvelle fois au bord de l'apocalypse, alors que ses rues sont ravagées par les guerres de gangs. April O'Neil et sa fille Casey Marie, ah c'est marrant, elle s'appelle Casey Marie, comme Casey Jones, ramènent la résistance pour protéger les innocents. Face à la montée du danger, il devient clair qu'elles vont devoir faire appel aux 4 tortues que Casey Marie a réunies des années plus tôt et qui ont désormais bien grandi. Uno, Moja, Odin et Yi sont prêtes à se battre et vont découvrir qu'elles possèdent des capacités stupéfiantes qui font de ces Tortues Ninja des héros comme jamais New York n'en a vu. Bon, c'est quoi ces noms-là? Uno, Moja, Odin et Yi. Moi, je suis de la vieille école, je suis désolé. Pour moi, les tortues, c'est Leonardo, Raphaël, Michelangelo, Donatello. Donc, il va vraiment falloir que ce soit intéressant pour me happer, parce que là, changer les 4 tortues comme ça... alors voilà, il reste April O'Neil, super. Ok, et la série de Jason Aaron, elle donne quoi? Point d'entrée pour la nouvelle génération. La série de Jason Aaron ravira tout autant les lecteurs de longue date. Les Tortues ont quitté New York pour poursuivre leur propre dessin. Raphaël est en prison, Michelangelo est devenu la star de sa propre série télé au Japon, Leonardo parcourt le monde en quête de paix intérieure, Donatello se livre à des combats clandestins contre des hommes riches à la recherche de sensations fortes. Ah, c'est marrant ça, de la part de Donatello, j'aurais plus vu Raphaël faire ça. Et Michel-Ange, ça m'étonne pas, Michelangelo. Mais lorsque le destin frappe à leur porte, les 4 frères sauront-ils mettre leurs différends de côté et se retrouver? Perplexitude. Un dernier tome à vous présenter et nous nous en arrêterons là. C'est Hellspawn volume 2. Hellspawn intégral volume 2. Alors attention, ne vous faites pas avoir. Hellspawn à la base, c'est une série spin-off de Spawn en 16 volumes. Il y a une intégrale qui n'est pas volume 1. Il y a une intégrale point final.
Là, ils ont appelé ça Hellspawn volume 2, peut-être dans l'espoir de le vendre, mais ça n'a rien à voir avec Hellspawn. Le problème de cette série, c'est qu'elle n'a pas de sommaire. Donc il faut comprendre ce qu'il y a dedans. Alors, dedans, vous avez au départ De sang et d'ombre. D'accord. De sang et d'ombre, qui est une série que j'ai, qui est un petit comics assez fin d'ailleurs. Je crois qu'il n'y avait que 3 chapitres. C'est très difficile de rentrer dans De sang et d'ombre. Le dessin est comme ça. C'est très, très, très compliqué. Alors ça, je crois que c'est Ashley Wood au dessin. Je vais vous dire ça. C'est même pas écrit en fait. Je suppose que c'est Ashley Wood. Donc moi je l'ai lu, mais compliqué. Compliqué. Ouais, c'est ça. Ensuite, vous avez une espèce de... Là, il y a le livre des morts. Alors, le livre des morts, c'est du texte avec des illustrations. Donc ça, nous ne l'avions pas, je crois. Ça me dit rien. Donc ça me permettra de lire un peu plus. Voilà. Et c'est pareil, c'est Ashley Wood. Je suis pas fan d'Ashley Wood, pas du tout. C'est très étonnant ce qu'il fait, mais moi, ça me parle pas. Ouais, donc tout ça, c'est du Ashley Wood. Voilà. Et ensuite, vous avez... Ah, il y a Sigor, là. D'ailleurs, on n'a jamais eu la série spin-off sur Sigor. C'est une vieille série de l'époque de Violator. On n'a jamais eu Sigor. J'aimerais bien l'avoir. J'aimerais bien tout avoir. Ok. Et ensuite, vous avez Spawn Simony, qui lui n'était jamais sorti chez Delcourt. Je l'ai acheté il y a peu de temps. Alors, c'était un très grand format BD, donc ça dépareillait quand même avec ces volumes-là. Et c'était de Semic, je crois. Donc Spawn Simony, c'est par Alex Racugna et Alexis Briclot, c'est des Français. C'est des Français. Donc ça, c'est très très sympa. Ça se passe à Paris. C'est très court comme récit. Je l'avais lu pendant une petite séance de sport. C'est très 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 court. Je m'en rappelle très bien. Je crois que je l'avais présenté d'ailleurs, Spawn Simony. Et ensuite, vous avez les architectes, normalement. Il y a des dessins. Et après, vous avez les architectes de la peur, et c'est les mêmes auteurs. Et c'est pareil. Alors ça, c'était sorti chez Delcourt, mais pareil, en grand format, en BD. Format BD, donc... voilà. Alors, ça me parle un peu plus que Ashley Wood, mais ça reste quand même un dessin trop réaliste, je trouve. Et pour que je sois tant emballé, les architectes, bon, ça m'avait pas déplu, mais bon, voilà, à lire. Après, il y a un petit peu de... ça, j'aime bien. Il y a toute une partie explicative. On parle même un peu de Marvel, du Silver Surfer. Ça, je vais m'en délecter. J'aime beaucoup. La couverture du tome 100 de Spawn. Ouais. On parle des éditions Semic, tout ça. Voilà. Donc, je pense que ça reste quand même un indispensable pour tout collectionneur de Spawn. Même si moi, du coup, il y a peu de choses que je retrouverais dedans que je n'avais. Mais bon, voilà. C'est quand même sympa d'avoir eu ça, et notamment pour les gens qui n'ont pas pu se procurer les tomes parce que trop cher. C'est vrai qu'Architecte, je l'ai un peu surpayé, je crois. Et 200 et d'ombre, je sais plus. Mais voilà, ça fait plaisir. Et puis forcément, c'est moins cher, ça coûte 40 balles. C'est quand même pas mal pour un tel volume, un tel nombre de pages. Sur ce, je vous ai tout présenté. Je vous fais les gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.